Donc aujourd'hui on est au festival Sous l'étoile à Sourmain, Saint-Najac. Et on est avec Magid Berdjou de la librairie La Confiserie de Rabastens. Oui. C'est ça? Oui. Donc on est sur le site du festival, donc vous entendrez peut-être un petit peu de bruit parce qu'il y a de la vie, même si on s'est mis à l'écart. Donc première question, Magid, déjà, un libraire qui vend donc des livres dans un festival de cinéma, c'est pourquoi? Bonjour à tous. Eh bien, oui, moi, donc je m'appelle Magid, je suis libraire à Rabastens et ça fait 11 ans que je viens avant tout profiter du festival parce que je suis cinéphile et que au fur et à mesure, moi, je me suis lié d'amitié avec l'équipe du Camping des Étoiles. Donc au début, je venais à titre personnel avec des potes, on venait tous les étés. Et entre temps, j'ai ouvert une librairie à Rabastens et quand j'ai ouvert ma librairie, Flo, Virginie, Pierrot, Sylvie m'ont dit ça peut être l'occasion de ramener des livres qui soient en lien avec les films. Donc chaque année, je fais une petite sélection de livres qui peuvent illustrer des réflexions ou des propos qu'on retrouve dans les films. Ok. Et donc, comment tu es venu de Rabastens à Najac? Parce que c'est pas très loin, mais c'est pas non plus à côté, quoi. Mais pareil, en fait, c'est des potes qui connaissaient, qui venaient eux aussi, et qui nous ont initiés au Camping des Étoiles. Et voilà, c'est vraiment par rencontre, quoi. C'est à travers des rencontres que j'ai découvert le camping, quoi. Ok, et donc aujourd'hui, j'ai décidé de discuter avec toi parce que tu as fait partie de la marche mondiale vers Gaza. Oui. Donc avant ça, je voulais faire un petit rappel rapide de la situation à Gaza. Enfin, pas la situation pile aujourd'hui, mais les derniers chiffres publiés par l'UNICEF qui devaient être fin mai, moi, ce que j'ai trouvé. Donc c'est 57 000 personnes tuées, donc 15 600 enfants, 134 600 personnes blessées, dont 34 000 enfants. Donc on a quand même quasiment un tiers des tués sont des enfants et un quart des blessés sont des enfants. Il y en a encore 11 200 personnes étaient portées disparues et probablement sous les décombres. 95% des écoles ont été endommagées. Les enfants survivants traumatisés, 96% d'entre eux pensent que leur mort est imminente et près de la moitié souhaitent mourir, d'après une étude citée par le Guardian en décembre 2024. Et une personne citée dans l'article disait que c'était l'endroit le plus horrible au monde pour être un enfant. Plus de 95% des terres agricoles ont été endommagées ou sont en zone inaccessible aux agriculteurs. Et aujourd'hui, l'aide humanitaire est uniquement distribuée par la Gaza Humanitarian Foundation, GHF. Et quasiment à chaque distribution, si ce n'est à chaque distribution, des Gazaouis donc affamés qui viennent chercher un peu de nourriture sont tués par balles par l'armée israélienne. Et ce chaos avait été prédit par les organisations humanitaires qui sont un peu habituées de l'aide humanitaire. Et bon, Israël, donc la GHF, c'est une organisation qui a été montée par Israël et par les États-Unis. Donc les organisations humanitaires qui ont l'habitude de ça avaient prévenu. Et malheureusement, leurs prédictions sont révélées exactes. Il ne faut pas oublier non plus la Cisjordanie où la colonisation s'intensifie avec des colons de plus en plus agressifs, et agressifs je pense que le mot est faible, avec des meurtres quasiment soutenus par l'armée israélienne. Et donc on en vient à la marche mondiale vers Gaza. Donc déjà c'était quoi? Vas-y, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'était? Oui, tout à fait. En fait, c'est un très bon préambule qui introduit parfaitement la marche parce que la vocation de la marche était, tout comme la flottille Madeleine de Rima Hassan et de Greta Thunberg, et pas que, parce qu'il faut aussi se rappeler qu'il y avait d'autres personnes à bord, c'est de casser de ce blocus humanitaire. On parle de génocide. Les chiffres le montrent très bien. C'est un génocide par bombardement et par meurtre, sniper, etc. Mais aujourd'hui, on assiste à un génocide par la famine, quoi. Un génocide par l'absence de nourriture, d'eau, des conditions, médicales très très graves. Et donc, du coup, à ce titre, l'idée c'était de faire en sorte que ces camions, dont on a vu les images, qui sont bloqués à la frontière égyptienne, puissent passer. C'est des millions de tonnes de denrées alimentaires qui permettraient en fait aux Gazaouis de vivre dignement et d'avoir accès aux droits alimentaires, les droits alimentaires de chaque humain. Pour les personnes qui n'ont pas la carte en tête, la frontière dont tu parles, c'est la frontière sud, donc entre la bande de Gaza et l'Égypte. Donc
et le désert du Sinaï qui est en Égypte, quoi, qui est à l'est de l'Égypte en fait. Oui, parce que la bande de Gaza, il y a la mer d'un côté, qui est sous contrôle israélien, hein, la preuve, la flottille n'a pas pu aller jusqu'au bout. Contrôle illégal d'ailleurs. Contrôle illégal, parce qu'on était en eau internationale. De l'autre côté, c'est Israël. Et après, il y a une petite frontière avec l'Égypte et qui donne sur le désert du Sinaï. Et c'est là où des milliers de camions sont bloqués depuis des mois et des mois. Et les ONG, et même l'ONU, implorent les États de laisser passer ces camions. Donc nous, en fait, on a tenté d'aller jusqu'à cette frontière pour faire un coup de com' et surtout tenter de faire passer les camions. Donc on était au départ 10 000 personnes inscrites à travers un site internet et un réseau Telegram à travers le monde entier. Chaque pays s'organisait sous forme de délégation pour s'auto-organiser. Vraiment, le maître mot de cette action, c'était l'autodétermination et l'auto-organisation. Et c'est ce qui me plaisait aussi, en fait. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de... On s'auto-gérait. Et donc, du coup, moi, j'ai fait partie de la délégation française. Donc, sur les 10 000 inscrits, au final, on était 3 000 sur place. Et la délégation comptait à peu près 800 personnes. Donc, c'était une grosse délégation, quand même. Donc voilà, l'idée c'était d'arriver au Caire, d'aller jusqu'à Al-Arish. Donc c'est un village qui est à 48 km de la frontière de Rafah. Et de marcher pendant 3 jours dans le désert du Sinaï avec des tentes, de l'eau, des bivouacs, quoi, pour arriver jusqu'au point fatidique de cette frontière où les camions sont bloqués. Et du coup, ça c'est... Est-ce que vous y êtes arrivé? Bon, on a un petit peu la réponse pour ceux qui ont suivi, mais vas-y. Pour ceux qui ont suivi, vous avez vu que ça s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Alors sur les 10 000, comme je disais tout à l'heure, on n'était que 3 000 à l'arrivée, parce qu'entre-temps, en fait, l'État égyptien a commencé à arrêter à l'arrivée à l'aéroport des personnes qui avaient décidé de faire cette marche. De la même manière, en fait, que les journées et les nuits précédentes la marche, donc c'était le 12 juin qu'était prévue cette marche, les gens étaient arrêtés dans leur hôtel à partir du moment où ils faisaient partie de cette marche. Donc ce qui est déjà évident, c'est qu'ils avaient des listes de noms de gens qui faisaient cette marche. Donc renseignements généraux israéliens, le Mossad, l'Égypte aussi qui a un service de renseignement très important, a décidé d'empêcher cette marche. Pour rappel, et moi je le dis systématiquement dans tous les interviews que j'ai fait, toutes les délégations et la coordination internationale avaient fait une demande spécifique pour faire cette marche. À partir du moment où on avait un visa de touriste, on avait le droit d'aller partout dans le pays. Il n'y a aucune restriction d'accès en fait à n'importe quel territoire. Même si on sait que le désert du Sinaï est sous contrôle et est une région un peu sensible, très sensible. Mais on avait fait quand même une demande. L'État égyptien nous a répondu et il nous a répondu une lettre qu'on a tous gardé en fichier pour si on se faisait arrêter de montrer aux policiers, qui disait l'État égyptien rappelle son soutien infaillible, là c'est pratiquement du mot pour mot, à la cause palestinienne. Et d'un autre côté, elle disait pas oui, elle disait pas non à la marche, quoi. Donc partant de là, les coordinateurs, les personnes qui organisaient la marche se sont dit il faut tenter le coup, on va le faire. On aurait eu clairement une lettre qui disait votre arrivée est compromise, toute arrivée pour la marche sera suivie d'une arrestation, on n'y serait pas allé. Donc voilà. En même temps, j'imagine que vous ne pensiez pas que vous aviez, 400 sur 5 de réussir, quoi. C'était plutôt des chances minimes, quoi, parce qu'on déjà en dehors de ça, il n'y a quasiment pas de manifestations autorisées en Égypte, enfin des manifestations égyptiennes pures. Donc, mais malgré tout, vous avez tenté le coup, quoi. Mais vous aviez beaucoup d'espoir ou finalement assez peu, quoi. On s'était dit que sur le plan international, vu que le vent avait un peu tourné, que enfin on parlait de génocide, que enfin en fait il y avait une reconnaissance de crimes contre l'humanité qui étaient en cours, peut-être que ça allait jouer dans la balance, et qu'au final, qu'est-ce qui se jouait? Une marche avec des gens venus du monde entier qui allaient jusqu'à la frontière, un coup de com', des photos, un camion ou deux qui laisse passer, et puis basta, on rentre chez nous. Mais au moins, on aura fait parler de Gaza. On s'était dit que l'enjeu, au final, n'était pas... On n'avait pas révolutionné le monde avec cette marche. Mais alors, du coup... quelque part, si il y a eu autant de bâtons dans les roues mis, c'est peut-être justement que Israël craint un petit peu ces opérations symboliques et donc a fait pression. Alors on ne sait pas trop, est-ce que c'est Israël qui a fait pression directement sur l'Égypte ou est-ce que c'est les États-Unis ou est-ce que c'est les deux? Mais n'empêche que si
Effectivement, il n'y avait a priori pas de risque spécial pour l'ordre public ou autre. C'est bien que ça dérangeait Israël et les États-Unis. Et donc, ça veut dire que ces opérations symboliques-là, elles ne sont pas inutiles. Mais le problème, c'est comment on fait pour arriver au bout, quoi. C'est ça. En fait, parmi les consignes qu'on nous avait données pour prouver qu'on n'était pas véhément, qu'on n'y allait pas pour faire l'intifada, il y avait l'obligation de prendre un billet retour, le 20. Donc ça prouvait qu'on était juste là pour marcher et rentrer. On n'allait pas essayer de passer de l'autre côté. Et donc effectivement, après coup, on a réfléchi à cette interdiction, à pourquoi en fait ils nous ont pas laissé passer. Et je pense que tu l'as dit, c'est la peur, la plus grande peur, c'est que ça donne des idées à des gens, de se mobiliser pour la Palestine et de tenter des coups comme ça, de com. De la même manière que le convoi, on peut en parler, El Soumoud, qui est parti d'Algérie, Tunisie, c'était magnifique, c'était un mouvement très très beau à voir, jour après jour. Nous aussi on les suit parce que ça devait coïncider avec notre arrivée. Oui, on pouvait les suivre sur une carte c'était magnifique. Avec des vidéos, des images. On voyait une vraie ferveur des gens, on voyait que les gens étaient heureux de participer. Chaque village qui passait, on leur donnait de l'eau, on leur donnait à manger, des médicaments en disant ouais, allez jusqu'au bout et tout. Et donc du coup ça nous donnait aussi de l'espoir parce que côté égyptien on se dit quand ils vont voir tout ça ils vont dire bon bah ok on les laisse passer, de toute façon ils vont arriver à la frontière, ils vont pas passer de l'autre côté, ça sera symbolique et puis ils vont rentrer chez eux quoi. En fin de compte une manifestation à Amsterdam ou à Paris ça vaut une manifestation aux portes de Rafah, mais non ça n'a pas marché. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a décidé ? Est-ce que tu t'es décidé comme ça rapidement ou comment ça s'est passé en fait ta décision, comment tu l'as prise ? Bah oui, il fallait agir vite parce qu'on a eu à peu près 3 semaines, un mois entre le moment où cette marche était annoncée et les papiers, l'organisation, trouver les sous pour payer son billet et tout. Donc ouais, ça a été un peu du tac au tac quoi. Ok, j'avais pris ma décision en 2 jours quoi. Le pour, le contre, le risque aussi en fait d'arriver à la frontière, de se faire tirer dessus par l'armée. Et puis même le régime égyptien n'est pas des plus démocratiques, même autoritaire, si les régimes dits démocratiques ne le sont pas toujours beaucoup. Mais... Donc j'ai pris en compte tout ça, j'ai parlé avec plein de gens et en fait très vite j'ai pris ma décision. Et donc je le disais et je le dis aussi pratiquement systématiquement, j'y allais pour faire passer la bouffe d'une manière ou d'une autre. Et après, surtout aussi pour me sentir vivant et agir par rapport à cette réalité qui, depuis 20 mois, moi, me déprime, m'obsède, m'empêche de dormir, me fait pleurer. Voilà, c'était vraiment, il fallait que je mette en œuvre mon intégrité physique et mon intégrité morale dans une action autre que juste manifester ici. Et donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait du bien aussi de me dire, ok, là je vais impliquer mon corps, je vais me déplacer et les Gazaouis vont être au courant qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de côté leur vie et d'aller même dans un pays qu'ils connaissent pas, de prendre des risques au nom de l'humanité, quoi. Parce que du coup, tu as fait un appel aux dons pour le billet ou c'est toi qui as payé le billet de ta poche ou... Il y a quelques personnes qui m'ont vite fait aider et bon là c'est la partie un peu intime, mais ma mère avait très peur que je parte et en même temps c'est elle qui m'a pratiquement financé le billet. Okay. Elle m'a dit je suis fier de toi. Le billet c'était combien ? 300 €. Ouais. Et moi j'ai pas beaucoup de revenus donc du coup c'était compliqué. Mais bon, et puis surtout ça a engrangé beaucoup de frais, prendre une nuit d'hôtel, à l'arrache et tout, et acheter du matos pour le désert, pour marcher dans le désert, voilà. Et du coup, symboliquement, elle m'a dit, moi je suis au début elle m'a dit tu vas pas, c'est trop dangereux, c'est n'importe quoi. Et à la fin, en discutant avec elle, elle m'a dit, en fait, je suis trop fier de toi, et c'est trop bien, et elle m'a payé mon billet, et ça c'est quelque chose qui me touche, tu vois. Qu'elle avait peur, en même temps qu'elle me paye le billet. Et tout le monde était un peu comme ça, tout le monde était là, waouh, c'est trop bien, mais en même temps, ils avaient trop peur pour moi. Et comme pour tous les gens qui étaient là-bas, tu vois. Et au niveau de travail, du coup, c'est ton associé qui a tenu la librairie pendant ce temps ? Ouais, merci à lui. Grâce à lui, j'ai pu faire cette marche. C'était sa façon aussi de me soutenir dans ma démarche. Ok, j'ai vu aussi qu'il y avait des passeports, donc les autorités, la police égyptienne a confisqué les passeports des gens. Et j'ai vu qu'ils en avaient perdu. Ouais. Du coup, les gens étaient dans une situation où ils ne pouvaient plus rentrer en fait. Ouais. Est-ce que tu sais est-ce qu'il y a encore des gens qui sont coincés là-bas ou tout le monde est rentré a priori ? Je crois qu'a priori tout le monde est rentré, mais pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, après cette arrestation au péage de tous les gens qui avaient décidé de faire la marche et la confiscation des passeports, effectivement. Ça c'était le 13 juin. Ça c'était le 13, ouais. Le 13, c'était un vendredi de mémoire.
Et donc du coup, quand ils ont voulu rendre les passeports, parce qu'au bout d'un moment, ils ont été violents, ils nous ont fait rentrer dans des bus de force, et donc on a compris que c'était mort. Et donc du coup là, on a dit ok, rendez-nous nos passeports. Et ben parmi les gens qui étaient dans les bus, il y en a à qui ils avaient perdu le passeport, quoi. Et donc du coup, gros incident diplomatique, les gens ne pouvaient plus prendre l'avion. Et du coup, on a commencé à écrire aux ambassades en disant comment on fait, etc. L'ambassade nous a dit il faut aller faire un papier à la préfecture de police pour dire que vous avez perdu ou volé votre, mais comme en France d'ailleurs, votre passeport. Mais on vous le déconseille parce que à mon avis ils ont listé les noms des gens qui ont fait la marche. Ils ont vu que ça avait fuité les images au niveau international et donc du coup ça ils aiment pas du tout. Donc si vous y allez, il se peut qu'ils vous arrêtent et qu'ils vous mettent dans une prison pendant quelques jours, quoi. Donc du coup les gens avaient peur de faire les démarches pour pouvoir rentrer chez eux, alors que l'État égyptien nous disait maintenant dès que vous pouvez vous prenez l'avion et vous rentrez, quoi. Donc des situations ubuesques, quoi. L'ambassade qui nous disait faites le papier, vous êtes obligé de faire le papier, mais on vous déconseille. Okay. Du coup, on a eu des manifestations interdites en France, donc en soutien à la population palestinienne. L'équipage du Madeleine moqué et a raisonné. Des drapeaux palestiniens obligés d'être retirés des façades des mairies, alors que le drapeau ukrainien, parfois, je vois à Najak, il est resté au moins 19 mois sur la façade de la mairie. La caravane, donc le convoi qui est parti de Tunisie, qui a été d'Algérie, bloqué en Libye, là pour le coup. Donc les marcheurs expulsés d'Égypte. Donc, du coup, on se demande s'il n'est pas difficile, voire impossible, de montrer sa solidarité avec la population palestinienne. Et là, en fait, je n'ai cité que des actions pacifiques, quoi. Donc aujourd'hui, est-ce que ça te paraît encore faisable de faire quelque chose, quoi ? En fait, l'idée c'est pas de savoir si on doit continuer ou pas parce qu'on n'a pas le choix, il faut continuer. Tant qu'il y a un génocide en cours, il faut continuer. Et on va réfléchir à d'autres modes d'action. Et par contre, il y a toujours deux aspects sur une action par rapport à celle que tu as citée. Il y a le plan factuel, le plan logistique, le plan matériel des choses. Il faut faire en sorte que les gens puissent avoir accès à la nourriture, que les bombardements s'arrêtent, et puis après il y a le plan symbolique. Rappeler aux Gazaouis que l'humanité n'a pas abandonné leur sort en fait, qu'on n'oublie pas ce qui se passe et qu'on est prêt à se mobiliser. Et en fait, je reviens à la marche, mais dès le lendemain de la marche, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, des jeunes Gazaouis disaient, vous savez, même si vous n'avez pas réussi à rentrer en Palestine, vous êtes rentrés dans nos cœurs et on n'oubliera jamais ce que vous avez fait. Et ça, pour nous, c'était déjà un peu une victoire. Parce que, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un être humain puisse vivre au quotidien? Il lui faut de la nourriture, mais il lui faut aussi de l'espoir. Il lui faut aussi la force de continuer à se battre contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Et donc, du coup, en fait, quand on a reçu ces messages-là, on s'est dit, ok, la moitié du boulot a été fait. Ils n'ont peut-être pas reçu la bouffe, mais au moins, ils savent qu'on les oublie pas et qu'on est prêt à se mobiliser. Parce qu'il y a un point important que parfois on oublie, c'est quand même que la situation à Gaza et en Cisjordanie relève du colonialisme. Bien sûr. Et donc ce combat-là est aussi un combat contre le colonialisme, là-bas, mais aussi ailleurs. Bien sûr. J'ai évoqué brièvement la question de l'Ukraine tout à l'heure. Le deux poids deux mesures entre l'Ukraine et la Palestine, qu'on peut constater encore et qu'on a pu constater, une mobilisation très rapide pour l'Ukraine quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et la Palestine, une légère évolution plus de 18 mois après quasiment. Qu'est-ce que ça t'inspire ? En tant que libraire, moi je lis énormément de choses sur cette question en fait de la deux poids deux mesures. On a vraiment l'impression, et c'est ça qui est très dur aussi dans cette réalité qu'on vit au quotidien, en plus de ces images d'enfants décapités, c'est de se dire en fait qu'une vie palestinienne ne vaut pas une vie ukrainienne. Et ça, c'est du pur racisme. Et en tant que personne racisée, moi, c'est ça qui me fait aussi terriblement mal, en fait, de dire, mais en fait, on en est là de l'islamophobie. On en est là, en fait, du racisme. Ça, c'est l'expression ultime, en fait, pour moi, de l'islamophobie, du racisme, qui est latent et qui est imprégné dans tous les pores de notre société. En fait, aujourd'hui,
la réalité que vivent les Palestiniens, elle est aussi induite par ce racisme d'État, par ce racisme ambiant, par cette islamophobie grimpante, par le fait en fait qu'on puisse dire ah bah le voile, hein, Rotaillot, sans que ça se mobilise quoi. Et oui, et on peut aussi parler d'immigrants. On n'a pas besoin de parler que des Palestiniens. Avant le 7 octobre, le sort des migrants qui fuyaient la dictature ou la famine, on les accueillait pas de la même manière que des Ukrainiens qui en fait fuyaient la guerre. Alors qu'on se le dise, hein, il faut accueillir les Ukrainiens de la manière la plus digne et la plus déontologique qui soit. Mais par contre, pareil pour les Soudanais, les Libanais, les Libyens ou les Congolais. Donc et ça en fait c'est trop visible et au bout d'un moment les gens le voient et ça crée de la fracture en fait sociale au sein de la société quoi. Et en fait quand on est français on est tous racistes. La question c'est parce qu'on est le produit de l'histoire coloniale, de la même manière qu'on est sexiste parce qu'on est le produit du patriarcat, etc. On est aussi homophobe, etc. Mais déjà peut-être la première étape c'est d'avoir conscience de ce racisme-là. Je sais pas ce que tu penses. Bah pour moi, en fait, lorsque les gens qui me disent mais comment on peut lutter, nous, en tant que blancs, par rapport au racisme, moi, je leur réponds souvent ça. Bah déjà prendre conscience qu'il existe, qu'il est là, et qu'en fait, on est héritier de cette histoire coloniale. C'est déjà un énorme grand pas. En fait, c'est déjà la moitié du boulot, il est fait quoi. Après ça, changer la société et la rendre plus équitable et plus juste par rapport à ces réalités-là, c'est autre chose. Mais tant qu'on ne se rend pas compte en fait de cette réalité-là et qu'on l'accepte pas, en voulant l'estimer, en disant mais non, mais faut pas exagérer, oui, il y a du racisme, et ben ça marche pas. Donc du coup, pour moi, le premier acte antiraciste en tant que blanc, c'est de reconnaître qu'il y a un racisme d'État, qu'il y a un racisme dont on est tous héritiers et que ça fait partie de notre culture malheureusement. En fait, c'est très dur à dire. Hein. J'aimerais dire autrement, mais en fait, on le voit. C'est vrai qu'avec les déclarations de Jean-Michel Apathy, là, la question de la colonisation française en Algérie est revenue. Et on voit bien que tout ça n'est pas... Dès qu'on évoque ces choses-là, tout de suite c'est levé de bouclier, c'est déni, etc. C'est assez clair. Je voulais te demander aussi justement, parce qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont en colère ou qui sont tristes quand ils voient les images et du coup qui se sentent un peu impuissants, ce que tu disais tout à l'heure. Et donc tu as des conseils à donner à ces gens-là en disant que faire quoi finalement quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà se rappeler en fait que nous on a la chance de pouvoir agir, qu'on vit dans des sociétés où même si on va pas dire que c'est génial parce que c'est démocratique etc, on a quand même des moyens d'action quoi. Si on est ok avec la désobéissance civile, je pense qu'il est l'heure en fait de rentrer dans des actions de désobéissance civile. Il faut les réfléchir, il faut les imaginer, mais par contre si on a peur, et ça je le comprends, il n'y a aucun jugement, et ben continuer en fait à soutenir la cause par des manifs, en parler, ne pas hésiter à afficher son soutien avec des drapeaux, avec des bracelets, au bout d'un moment il va falloir que l'État se rende compte que le peuple est acquis à la cause palestinienne. Et ça, déjà, c'est aussi hyper important. Et voilà, après, garder espoir parce que il y aura une seconde mi-temps. Moi, ça aussi, c'est quelque chose auquel je réfléchis énormément. Un jour, il faudra rendre des comptes par rapport à cette histoire du génocide palestinien. Et en fait, il faudra être aussi capable de mener ce combat pour que toutes ces personnes, ces soi-disant journalistes qui ont des propos mais abjects sur le sort des Palestiniens, bon bien sûr l'armée israélienne, les binationaux qui sont au front en train de tuer des Palestiniens, et ben il faudra les condamner ces gens-là. Et donc ce sera aussi à ce moment-là qu'il faudra agir. Et dernier point sur Gaza, quand même la situation aujourd'hui, on va dire des infrastructures et tout ça est quand même catastrophique. Je parlais des terres agricoles tout à l'heure, mais il n'y a plus beaucoup d'habitations qui sont debout et tout ça. On se dit mais quel avenir en fait, comment réhabiter, enfin comment reconstruire, enfin ça, si c'était reconstruit ça prendrait des années et des années, enfin sans doute 10 ou 15 ans quoi. Je sais pas si tu as discuté de ça avec des gens ou toi comment tu vois les choses, mais ça paraît aujourd'hui ils ont été à un tel niveau de destruction que... En fait, là, je suis en train de lire un livre en ce moment qui est un livre collectif, en fait, sous la direction de Fatima Wassak sur la lutte antiraciste, mais au rapport de la lutte écologique. Et la question palestinienne, pour le coup, elle est très importante, très intéressante, parce que
c'est un combat pour l'histoire, et c'est un combat sur l'éternité en fait. En fait, les Palestiniens, jamais ils laisseront leur terre et quitteront leur terre. Même si c'est que un tas de gravats, c'est pas grave, on reconstruira. Et pourquoi je parle d'écologie ? Parce qu'en fait, l'idée c'est que on peut faire aussi un parallèle avec la terre qui est résiliente. Quand on voit Tchernobyl, en fait, aujourd'hui, tout doucement, la nature elle reprend ses droits. Demain, en fait, on aura beau tout saccager. Quand on parle d'écologie, on parle avant tout de combat pour l'humain, pour qu'il puisse continuer à vivre sur Terre. La nature, elle fera son boulot. On est une goutte d'eau. À l'échelle de l'histoire de la Terre, on représente 1 seconde de sa vie. Si demain on disparaît, elle reprendra ses droits et sur le bitume renaîtra des arbres et des plantes. Et bien, la Palestine, c'est pareil. Demain, en fait, le joug israélien disparaîtra, l'État palestinien sera reconnu et sur des milliers d'années on reconstruira, mais c'est pas grave, au moins on sera libéré en fait du colon. Toi, tu crois à une solution encore à 2 États ou plutôt une solution à un État avec des droits égaux pour les Israéliens et pour les Palestiniens? J'ai lu beaucoup de choses aussi, notamment le livre de Shlomo Sand sur la solution à 2 États et je sais pas en fait, c'est compliqué. D'une certaine manière, je me dis moi un seul État avec une reconnaissance des droits équitable pour tout le monde, ça pourrait être une solution. Mais au vu de ce qui s'est joué ces derniers temps là, franchement là, un peu comme le Rwanda, ces moments de réconciliation ou l'Afrique du Sud. Ou l'Afrique du Sud, là ça va être chaud. Je pense que le mal la terre est imprégnée en fait de cette histoire génocidaire et pour éviter un droit de vengeance systématique qui va revenir pendant des siècles et des siècles, peut-être qu'il faut séparer maintenant, c'est fini quoi. On pourra plus vivre. Les Palestiniens au fond d'eux, ils se disent on peut plus vivre à côté, même des enfants en fait de ceux qui nous ont fait ce mal quoi. En même temps, tu cites le Rwanda, quand même le génocide au Rwanda a été terrible aussi quoi. Et au final, il y a un seul pays, hein, c'est resté. Mais bon, il y a encore des conséquences. Hein. Oui, ce qui se passe au Congo, c'est aussi lié. Et l'apartheid aussi en Afrique du Sud, c'était pas rien, mais c'était peut-être pas de ce niveau de violence et de tuer. Quoi. Ouais, mais au Rwanda, pour le coup, il y a eu des millions de morts. Enfin, je sais pas les chiffres en tête, mais. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Okay. Et tout à l'heure, tu as parlé du racisme d'État français, donc. On va revenir en France et donc à Rabastens, parce que tu as été victime d'une agression raciste, donc c'était en 2022, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, dans notre librairie, on fait souvent des expositions, des événements, et un soir, on traînait dans notre librairie avec des gens qui étaient venus, des clients, et notamment un dessinateur qui exposait, et un groupe de jeunes qu'on connaissait pas forcément, mais qui avaient l'air d'être du coin. On se rentrait dans la librairie et on squattait pendant quelques heures, 2 heures, 3 heures. Une partie du groupe est partie, puis il y a 2-3 personnes qui sont restées, qui ont profité de la soirée. On ne comprenait pas trop parce qu'ils avaient l'air un peu quand même, véhéments, et en même temps ils s'en foutaient de l'expo, et en même temps nous on voulait pas les juger parce qu'on se disait en fait on va pas faire justement du racisme inversé quoi. Du délit de faciès. Ouais, du délit de faciès par rapport aux ruraux ou quoi. On était même presque content au début qu'ils soient venus. Et en fait, au moment de partir, c'est moi qui les raccompagne. Je peux fermer la boutique parce qu'après on restait entre potes. Et là, il y a un gars qui m'a asséné un coup de poing et qui me dit, je suis au sol, je suis en sang. Tu croyais qu'on était tes potes depuis tout à l'heure, ça l'arabe. Tu vois. Et ils me laissent au sol quoi. Et après ils partent. Moi, je redescends sans voir, parce que la librairie elle est sur 2 niveaux. Je retourne voir les gars, mes potes qui sont en bas, et je leur dis, je vais me faire agresser en fait par les gars qu'on voit depuis tout à l'heure qui sont là en train de profiter du buffet et tout. Donc du coup, eux, ils décident de remonter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de les rattraper. Dans la rue, il y a une jouxe. Moi, je suis en train de me faire, soigner à la librairie. Il y a une jouxe avec eux. Ça part un peu en live. Les potes reviennent. Et là, les gars en question reviennent pour tout défoncer dans la librairie. Ils nous acculent au fond de la librairie en disant là, on va vous défoncer, on va vous marave. Ils ressortent des propos racistes, parce que mon collègue il est noir. Et ils disent, parmi les propos, ils disent toi, t'as pas à parler, c'est un noir, t'as pas ton mot à dire. Un des gars en fait qui fait partie de nos potes arrive à filmer ces moments où ils nous acculent, où ils nous promettent de nous lyncher quoi en gros. Et en partant, ils défoncent toute la librairie, et là, état de sidération, choc. Donc nous, on porte plainte dans la nuit. On appelle la gendarmerie en disant, voilà, constatez ce qui vient de se passer, quoi. Et pendant une semaine, on n'a pas de nouvelles.
on se dit, on appelle tout le gens en disant vous en avez tout, il y a quand même une vidéo, vous avez les photos, vous savez qui c'est. Ils nous répondent pas, ils nous disent oui, c'est en cours, c'est en cours. Et un matin, alors entre temps en fait, avec mon collègue, on décide de dormir toujours ensemble avec des potes parce qu'on a peur qu'ils viennent nous défoncer parce qu'ils savent où on habite. Apparemment, un des gars dit de toute façon moi je sais où vous habitez. Et donc du coup, un matin, on est en train de dormir tous ensemble là, à ma piole, et on a la gendarmerie qui débarque et qui nous arrête, qui nous met les menottes à 6h du matin avec les flingues et tout, ils sortent les flingues et tout. Et là, on est dans un cauchemar, on comprend pas. Et en fait, entre-temps, les gars avaient porté plainte pour dire que c'est nous qui les avions agressés. Ils ont renversé le truc, quoi. Donc là, nous, on décide d'aller jusqu'au bout de cette histoire pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, quoi. Et on va jusqu'au procès, quoi. Attends, mais donc du coup, combien d'heures de garde à vue? On est resté une journée en garde à vue, séparés. Pour les gendarmes, c'est nous qui avions provoqué le truc, forcément. Hein. On est dans notre librairie, on est dans notre local. On a une vidéo. Enfin, c'est une dinguerie. Et ça, pour moi, l'agression, elle se joue à deux niveaux. Il y a ces jeunes là qui nous ont agressés en mode raciste. Puis après, il y a la gendarmerie qui décide de corroborer en fait la version des gens. Ça, c'est du racisme aussi pour moi. Et c'était des gendarmes de Rabastens? Ouais. C'est bizarre que l'enquête n'ait pas été confiée à d'autres gendarmes, parce que souvent c'est ce qui se passe. Mais... ouais. Okay. Et donc du coup, le procès, ridicule. Les gars, ils balbutient, ils disent n'importe quoi. Nous, on a tout bien noté, heure, minute après minute, tout ce qui s'est passé. La lumière éclate au grand jour. La juge, elle reprend tout, chaque point, et elle montre les incohérences de leur côté. Et nous, en fait, on est carré, parce qu'on dit tout ce qui s'est passé, quoi. Bon, bref, on gagne notre procès. Ils ont des travaux d'intérêt généraux, une amende, et surtout, pour nous, tout ça c'est même minime. Le plus important, c'est que sur un procès verbal est reconnu violence à caractère raciste pour appartenance à une religion. Et ça, pour nous, cette phrase-là, c'était la fin du sujet. Clos. On a été allé jusqu'au bout, et je redis ici aux gens qui nous écoutent que systématiquement, lorsque vous êtes face à des actions ou des réalités en fait racistes, il faut porter plainte. Il faut plus rien laisser passer en fait. Maintenant en fait il faut agir systématiquement pour faire reconnaître en fait ces violences, quoi. Et donc voilà, ça traduisait, ça racontait beaucoup de choses aussi. Nous on venait de s'installer, on était un peu contents d'être en milieu rural, on était fiers, et puis la réalité nous a rattrapés, quoi. Et du coup, donc c'est des gens de Rabastens, ça? Ouais. Et donc, du coup, vous les recroisez des fois ou... Il y a un gars qui est encore dans le coin, mais je crois qu'entre-temps, il a refait des conneries, qui s'est refait arrêter. Enfin, voilà. Et on le voit plus trop. Et puis, les autres, ils étaient d'un village à côté, donc on n'y va jamais, on les voit pas, quoi. Et ça, c'était donc en 2022. Ouais. Donc, avant 2024, ou en 2024, avec la perspective de Bardella, Premier ministre, il y a quand même eu une libération de la parole et même des actes. Ouais. Et du coup, ça s'est dégradé depuis ou... Nous, à Rabastens, quand même, il y a... Ça va, en fait, on a une grosse mobilisation de gens de gauche qui luttent pour éviter que le RN n'arrive au pouvoir, quoi. Et notamment, on l'a vu dans cette phase d'après-dissolution. Ça s'est mobilisé, il y a eu des assemblées populaires, on était très acteurs de tout ça. Et donc ça rassure aussi, de se dire que c'est parce qu'on est en milieu rural. En plus, Rabastens, c'est milieu rural, mais proche, c'est la banlieue de Toulouse, quoi. Combien de Toulouse? On est à une demi-heure en train. Et donc du coup, il y a aussi des réalités de gens de gauche qui se jouent aussi à Rabastens, quoi. Et en fait, je sais que faut pas faire l'amalgame de croire que tous les gens en milieu rural sont fâchés, quoi. Il faut rappeler qu'il y a des gens super et qui sont prêts à s'impliquer, qui accueillent des migrants, voilà, c'est tout. C'est juste que en fait, la violence du racisme quotidien fait que c'est eux qu'on voit le plus, c'est eux qui sont le plus mis en avant, plus visibles, parce que ça nous choque, ça nous heurte. Mais en fait, toutes les initiatives en fait antiracistes ou juste humanistes, il y en a plein en milieu rural. Et quand même, j'ai vu que le RN avait fait quand même 30% des exprimés au premier tour, quoi. Ouais. Quand même, non, mais il y a une inquiétude, hein. Il y a une inquiétude à Rabastens, hein. Mais comme partout, de toute façon, la montée, elle est... Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout les prochaines élections, là, 2027.
Je sais pas ce que ça va donner, hein, parce qu'entre temps ça continue à grimper. Bon, elle est inéligible, mais bon, Bardella, il représente aussi, je sais pas, le truc funky, jeune, TikTok du RN, quoi. Donc je sais pas. Il y a Retailleau aussi. Et il y a Retailleau qui est aussi clairement d'extrême droite, quoi. Et l'alliance Retailleau, Bardella et Ciotti là. C'est ultra flippant, quoi. On n'est pas loin, ouais. Ah, même si officiellement c'est pas le cas, mais il pourrait très bien faire partie du même parti et ce serait la même cam, hein. Les propos de Retailleau, ça vaut des propos de Le Pen, quoi. Ok, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, continuez à vous battre partout où vous pouvez pour faire avancer les libertés, l'émancipation, le féminisme, les droits LGBTQIA+, et Tahia Palestine, et n'oublions pas aussi le Congo, les Ouïghours, parce qu'à chaque fois les détracteurs en fait de la cause palestinienne veulent nous faire croire en fait qu'on est autocentré et qu'on pense que à ça, et en fait on n'oublie pas toutes les autres luttes qui sont en cours. Tu me signales après la fin de l'interview qu'il y a des suites de prévues. Effectivement, c'est une question que j'avais et j'ai pas assez approfondi. Donc il y a des initiatives qui sont prévues. Oui, tout à fait. En fait, on va pas s'arrêter là. Déjà, il y a Rima Hassan qui repart sur un bateau là. C'est imminent, je crois, ou même elle est partie pour tenter une fois de plus de forcer le blocus. Sachant que j'espère que l'État israélien va prendre leçon de son erreur et de sa bévue liée à Madeleine. Sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, ils les ont arrêtés en non international et que ils n'ont aucune raison de les arrêter cette fois-ci. Sinon, c'est répéter en fait une erreur juridique sur le plan international. Ouais, est-ce que tu penses vraiment que c'était une erreur? Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, quand même. Oui, mais bon, là, tout le monde a dit sur le plan international, vous n'avez pas le droit de les arrêter. Donc, s'ils le refont, c'est comme on dit. Quand quelqu'un fait un délit, qu'on lui dit de plus jamais en faire et qu'il en fait un, quoi, sursis, quoi. C'est comme si c'était un sursis, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis en plus de ça, Rima Hassan va être rejoint par 1000 bateaux. C'est comme ça que c'est affiché et annoncé. 1000 Madeleine. Donc vous pouvez regarder sur internet partout. 1000 Madeleine for Gaza. Donc l'idée c'est de s'auto-organiser en petit équipage. Donc moi je suis en lien avec un capitaine de bord qui a un bateau. S'il faut le financer, on le finance à plusieurs. Pour un jour précis, bientôt, peut-être à la fin de l'été, partir de Grèce, de Barcelone, de Sète, de Marseille, tous en direction de Gaza, quoi. Donc pareil, en fait, c'est toujours cette volonté d'être nombreux, humanistes, pacifiques, solidaires, et de tenter de forcer le blocus humanitaire. Et sinon, en parallèle de ça, pour revenir à la France, et là on est en train de réfléchir à ça avec plusieurs personnes qui sont proches de la lutte palestinienne, ou en tout cas militants. On imagine des grèves perlées à partir de septembre au nom de la solidarité internationale. Donc à l'image des dockers qui ont refusé de livrer les armes. De charger des armes. Ouais, de charger des armes. On imagine que le monde du travail, les travailleurs, les travailleuses sont solidaires des Palestiniens, des Palestiniennes, et qui sont même prêts à bloquer le pays un jour par semaine, un jour par mois, symboliquement, pour montrer qu'on a aussi un levier puissant d'action historique. C'est le syndicalisme, c'est la grève, c'est le blocage du pays, c'est le sabotage. Ok. Et cette grève-là, elle est déjà soutenue par des organisations syndicales ou pas? On est en lien avec FSU, Sud. Là, on va proposer à CGT aussi de signer, en fait, en gros, l'appel à la grève. Donc là, c'est le début, quoi. On est en train d'écrire le communiqué, on est en train de prendre le pouls aussi. En fait, ce qui est sûr, c'est que les universitaires, ils vont suivre. Parce que en fait, les jeunes, ils sont très 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 investis par rapport à la lutte palestinienne. Dans les manifs, c'est impressionnant de voir les collégiens, les lycéens, les universitaires qui sont en première ligne de la lutte pour la reconnaissance de l'État palestinien et pour la fin du génocide. Après, les travailleurs et les travailleuses, c'est notre histoire, parce que c'est vrai que sans les syndicats, ça va être compliqué. Et déjà, comme le disaient certains syndicats, faire bouger les syndicats pour même les droits des travailleurs, c'est compliqué en ce moment. Alors pour une cause comme ça internationale, c'est pas dit, quoi. Mais on va tenter le coup. De toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est que
toutes les actions sont bonnes à prendre et au moins on aura la conscience tranquille. On aura essayé de tout faire au maximum pour arriver au bout de cette horreur et de ce cauchemar. Ok. Merci Magid. Merci.